BFM Business présente la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. J'ai le plaisir ce soir d'accueillir Olivier Blanchard, l'ancien chef économiste du Fonds monétaire international. Olivier Blanchard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, beaucoup de questions à vous poser. Vous êtes aussi professeur à l'École d'économie de Paris, au Massachusetts Institute of Technology, comme on dit, le MIT. Il y a beaucoup de questions, on a envie de vous attendre sur la France, on a envie de vous entendre évidemment sur l'Union européenne. Qu'est-ce qu'elle peut faire face à la, je ne sais pas si c'est au rouleau compresseur trumpiste, je veux dire chaque jour il se passe quelque chose. Là, on entendait sur les œufs, hier évidemment c'était sur les crènes, avec tiens, on peut faire la paix à condition que je puisse récupérer les matériaux rares. Vous allez tout nous expliquer. En tous les cas, on a envie de connaître quelles sont vos réponses. À l'instant, ça y est, la France a enfin un budget pour 2025. Certains disent, notamment celle qui est l'économiste que vous connaissez peut-être parce que c'est une économiste réputée, pour LFI, Aurélie Trouvé, elle a défendu la motion de censure qui a été déposée par son parti. Elle a donc été refusée. Elle dit c'est un budget récessif, c'est un budget trop récessif et beaucoup de gens disent le budget 2025 c'est le pire des budgets. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Non. Il serait récessif si on devait diminuer le déficit considérablement. De fait, la réduction va être assez faible. Et elle peut être même nulle si la croissance ralentit. Donc, du point de vue macroéconomique, non. Je ne crois pas que ce budget soit récessif. Il est probablement ce qu'on pouvait faire de mieux, vu les lignes rouges. Mais le résultat, c'est un budget qui ne bouge pas beaucoup les lignes. Donc, la première réponse, c'est je crois que c'est le meilleur budget qu'on pouvait avoir, vu les circonstances. C'est absolument pas le type de budget dont on a besoin pour faire l'ajustement budgétaire dont on a besoin sur les 5-10 années qui viennent. Ouais. On n'a pas fait beaucoup de progrès. C'est la plus grande réduction de dépenses publiques, c'est ce que dit Aurélie Trouvé, mais c'est ce que dit aussi la ministre des Comptes publics, Amélie Montchalin, en disant jamais on a eu, c'est moins 23 milliards, on a vu une telle réduction des dépenses publiques. C'est malheureusement insuffisant. Ouais. C'est un début. Il faut se replacer dans un cadre plus large. On a une dette, ou un rapport de dette au PIB, pour parler techniquement, qui continue à augmenter. C'est dû à ce qu'on appelle le déficit primaire, c'est-à-dire le déficit sans compter les taux d'intérêt. Pour réduire ce déficit primaire à zéro et donc stabiliser la dette, il faut trouver à peu près 150 milliards. Ouais. Donc on est très très loin du compte. Alors on ne va pas le faire en un an, mais il faut le faire au rythme de 25 milliards par an. Donc quand les gens disent l'austérité budgétaire c'est inacceptable, la réalité c'est qu'il faut réduire le déficit, soit par diminution des dépenses, soit par augmentation des revenus, de 150 milliards sur les 5 à 10 ans qui viennent. L'allure à laquelle on va est pas suffisante. On peut espérer que dans l'avenir, il y aura un peu plus de marge pour faire des choses un peu plus ambitieuses. La deuxième chose à dire, c'est qu'une partie de la réduction du déficit, ce sont ces revenus exceptionnels, les taxes exceptionnelles. Ça ne sert à rien. Parce que le problème, réduire le déficit. Ça réduit le déficit cette année, mais ce n'est absolument pas la question. La question, c'est d'arriver à un déficit dans 5 ans qui soit un déficit primaire qui soit égal à zéro. Le fait qu'on fasse beaucoup d'efforts cette année, mais que l'effort s'en aille l'année prochaine, fait que ça n'a aucun effet sur le déficit à 5 ans. Donc c'est une mesure qui diminue un peu la dette, mais de manière assez négligeable vu la taille de la dette, et qui envoie le signal qu'on n'est pas sérieux. Alors là encore, je ne veux pas blâmer le gouvernement, parce qu'il fallait qu'ils fassent avec ce qu'ils avaient, mais de fait, il y a une partie des réductions de dépenses et une partie, en particulier des augmentations de revenus, qui ne va pas servir à grand-chose. Est-ce que on va revenir sur les réformes structurelles, parce qu'en plus vous avez beaucoup travaillé, au départ vous avez travaillé sur beaucoup de choses, Olivier Blanchard, mais notamment sur les multiplicateurs budgétaires. Ça veut dire que quand vous baissez d'1 euro, l'impact que ça peut avoir, on va revenir là-dessus tout de suite. Juste
un mot. Vous rentrez de Washington, enfin vous faites souvent les allers-retours. Est-ce que vous comprenez le coup de gueule des patrons, des grands patrons, notamment celui de Bernard Arnault de LVMH qui dit regardez, aux États-Unis, il va baisser les impôts à 15% et nous, vous allez en France, on va les monter à 40%. Vous comprenez ce coup de gueule? Absolument. Ou vous trouvez le déplacé? Je le comprends de deux manières. D'abord, je le comprends politiquement, parce qu'on a beaucoup entendu l'autre côté, disant il y a de l'argent à trouver, prenons-le. Les patrons étaient relativement silencieux. Donc dans ce jeu politique, c'était important qu'ils s'expriment. Sur le fond, ils ont raison. Il y a une limite à ce qu'on peut faire. Les gens ont tendance à penser que les profits, ça va aux riches. Non, les profits, ça va largement à l'investissement. S'il n'y a pas suffisamment de profits, les boîtes ferment. On n'est pas exactement là dans toutes les boîtes, mais c'est vrai que le poids des impôts est assez lourd. Il me semble assez évident que le gros ajustement dont j'ai parlé, 150 milliards, il faut qu'il se fasse principalement du côté des dépenses. Et je pense que tout économiste sérieux doit arriver à la même conclusion. Pardon, la question qu'on peut se poser, c'est quelle réforme structurelle et comment réformer l'État en France? Demain, on vous dit, vous êtes nommé à la tête des réformes de l'État, d'être ministre, on sait que vous êtes très proche de différents personnages politiques. Qu'est-ce que vous faites, Olivier Blanchard? Qu'est-ce que je fais comme réforme structurelle? Je crois d'abord qu'il faut un énorme effort structurel. Et effort structurel, ça veut dire des impôts un peu plus lourds pour certains, et ça veut dire des dépenses plus faibles pour les autres. Je crois que c'est très important, quand on demande à tout le monde de faire un sacrifice, que tout le monde participe à l'effort. Donc c'est pas en faisant une mesure qu'on va y arriver, c'est pas en diminuant par exemple le nombre de fonctionnaires, on n'arrive pas à grand-chose en termes de réduction. On ne peut pas juste réduire le nombre de fonctionnaires, on ne peut pas juste augmenter l'âge de la retraite, on peut pas... Il faut un ensemble de mesures. Mais par exemple, parce que là je vois pas très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donnez-nous un exemple. Je vais dire quelque chose qui fait que je me sens très mal comme homme de gauche, parce que je me définis comme un homme de gauche. Il se peut, quand on regarde, on a fait un effort numérique, quantitatif, avec François Ekal, qui est un grand absolument, qu'on connaît bien ici, que j'ai invité ici. Des chiffres du budget. Et on est arrivé à la conclusion qu'il fallait probablement travailler sur ce qu'on appelle les transferts, c'est-à-dire la générosité de l'État. On est probablement arrivé à un stade où l'État est trop généreux à certaines marges, que ce soit dans le remboursement des médicaments, que ce soit dans les retraites. Et j'ai peur que pour arriver à 150 milliards, on ait besoin de faire des coupes à toutes ces marges. Ça veut dire un RSA moins généreux, ça veut dire un certain nombre de choses qui vont être très difficiles à faire passer. Et donc, il était évident que dans le climat politique actuel, c'était impossible à faire. Je crois que c'est très important de mettre en place, même conceptuellement, pour le gouvernement, puisque maintenant il va rester en place en principe un peu de temps, à réfléchir à ce qu'on peut faire sur 5 ans. Mais ça va être très dur. Tout le monde va avoir à y contribuer. C'est certain. Est-ce qu'il y a des réformes magiques? Bien sûr, on peut encourager la recherche, le développement, on peut faire un certain nombre de choses. Mais il n'y a pas de choses absolument évidentes à faire. Il y a toutes sortes de réformes à faire, de penser qu'elles vont augmenter le taux de croissance et qu'en conséquence, on va avoir des revenus beaucoup plus importants. Donc votre recette, en fait, c'est de diminuer l'État-providence. Je ne l'ai pas dit comme ça. Oui, mais moi je le dis comme je traduis. Parce que je pense que l'État doit un peu jouer le rôle de la Providence, mais il y a une limite à ce qu'on peut faire. Le seul moyen de rétablir l'équilibre, ce serait d'augmenter les impôts assez considérablement. 150 milliards du côté des impôts, c'est impensable. Donc ça veut dire, en gros, être moins généreux. Alors, c'est très difficile même à accepter, et c'est très difficile pour moi de le dire, mais je crois que c'est la réalité. Quand on regarde les chiffres avec François, on arrive à la conclusion que c'est pas juste en diminuant le nombre de fonctionnaires qu'on arrivera à quelque chose, par exemple. Est-ce que vous redoutez quand même, lorsque vous voyez la situation budgétaire de la France, mais pas que, une crise financière? Alors, je la redoute. Je pense que cette année, les marchés ont compris
les contraintes politiques et ont accepté ce budget qui est mieux que rien, mais qui, là encore, j'ai dit, n'est pas suffisant. Si on refait la même chose l'année prochaine, c'est-à-dire un effort minimal, il y a un moment, et la dette va donc continuer à augmenter, il y a des investisseurs qui vont commencer à se poser des questions sur est-ce que la France contrôle son budget. Dès que les investisseurs arrivent à la conclusion que le contrôle du budget, c'est pas évident, pour des raisons politiques ou autres, ils se disent on va peut-être pas être payé, et à ce moment-là, ils demandent une augmentation du taux d'intérêt, ce qu'on appelle le spread. Oui. Et là, ça peut aller très vite, parce que s'ils augmentent le taux d'intérêt de 1% par rapport à l'Allemagne, en plus de ce qu'il y a maintenant, ça implique, vu la taille de la dette, de trouver 1% de plus de revenus ou de diminuer les dépenses d'1%, ce qui est considérable. Donc, on arrive à des spirales de genre qui sont des spirales de mort. Et j'ai vu ça arriver dans toute une série de pays pauvres. La question, est-ce que ça peut se poser dans des pays plus riches? C'est arrivé en Grèce, mais la Grèce avait été infiniment plus loin que la France en termes de déficit. Donc, on était dans une situation extrême. Je ne suis pas absolument sûr qu'on arrive à un accord politique, là encore, avec des sacrifices de tous les côtés, sans qu'il y ait le début d'une crise budgétaire ou d'une crise financière. Donc, par exemple, une augmentation de 1,5% du taux d'intérêt payé sur les obligations françaises qui fera réfléchir. Oui, je pense qu'il y a malheureusement une chance qu'on passe par cette cage-là. Ah bon. Cette expression est assez forte, la spirale de mort. On n'y est pas encore, mais vous dites quand même qu'il y a un risque, donc il y a un risque de cette crise financière. Est-ce que c'est envisageable qu'un jour, le FMI débarque en France? Oui, c'est envisageable, je pense. J'espère, ça mélange entre je pense et j'espère, qu'on arrivera à un accord entre les partis, ou qu'un parti deviendra suffisamment fort pour le faire, même vu l'opposition, pour qu'on évite cette cage. C'est pas impensable. Le Fonds monétaire a été en Grèce, le Fonds monétaire a été au Portugal, le Fonds monétaire a été en Espagne. Ça peut arriver. Le Fonds monétaire, dans ce cas-là, bien sûr, va être considéré comme le vilain, comme celui qui arrive. Mais le Fonds monétaire va en gros faire ce que les politiciens réalisent qu'ils ne peuvent pas faire. Et bien sûr, il va être accusé, et c'est là qu'on revient à ce que vous me demandiez avant sur l'austérité budgétaire. Oui, quand on réduit le déficit assez considérablement, on peut rassurer les marchés, donc les taux d'intérêt diminuent, mais on a un effet sur la demande. Si les gens reçoivent moins de transferts, ils dépensent moins. Et donc, en effet, il y a une chance que ce processus d'ajustement se fasse au prix d'une croissance plus lente. C'est tout à fait possible. Dernière question sur la France, parce qu'après, il y a évidemment ce bras de fer avec les États-Unis, Olivier Blanchard, mais en vous entendant, alors il faut dire que vous avez passé combien de temps au FMI finalement J'ai passé 8 ans. 8 ans, je ne vais pas dire 10 ans, on a eu 8 ans. Mais donc le FMI peut arriver en France, mais ça peut être un bien parce que lui peut forcer l'État français à faire des réformes structurelles que politiquement il n'arrive pas à faire. C'est ça le message. Là encore, peut-être que le mot réforme structurelle n'est pas le bon, mais prendre des mesures qui ne sont pas nécessairement des réformes. Qui en effet, le corps politique ne peut pas prendre. C'est le rôle du fonds, c'est de rétablir ce chemin d'ajustement, de le rendre crédible, ce qui fait que les marchés sont de nouveau prêts à prêter. J'espère qu'on l'évitera, et c'est possible qu'on l'évite, mais le risque est là, oui. Vous êtes en train de travailler, vous travaillez, et vous allez nous donner peut-être vos réponses sur l'impact de l'arrivée de Donald Trump, l'impact pour l'Europe et pour la France. On a le sentiment, lorsqu'on voit, ne serait-ce ce qui s'est passé hier, une espèce de dire on peut faire un accord sur l'Ukraine, mais moi je veux récupérer vos matériaux rares. Lorsqu'on entend parler de Gaza, en disant tiens, moi je ferais bien une rivière là-bas. Bon, on a vu évidemment la réaction des pays arabes un peu affolés, enfin un peu stupéfaite comme le monde. En même temps, il y a toujours
c'est toujours du bargain avec Donald Trump. Quelle peut être la réponse de l'Union européenne? Est-ce qu'il y en a une? Parce qu'on voit bien que l'Union européenne, pour l'instant, elle est enlisée. L'Europe, elle est enlisée. Plusieurs choses. La certitude, elle vient partiellement du fait qu'on ne sait pas si Trump est transactionnel ou s'il a des convictions. Donc, par exemple, sur les tarifs, il a déclaré tout le long de la campagne et depuis qu'il adorait les tarifs. Manifestement, il les a mis sur le Canada et le Mexique, il les a enlevés le lendemain. Oui. Donc pour un mois. Hein. Pour un mois. Bon. Et en effet, c'est pas fini. Mais c'était transactionnel. Est-ce qu'on est dans la même situation vis-à-vis de l'Europe? Et si on lui achète un peu plus de gaz, il ne le fera pas? Est-ce que c'est la même chose vis-à-vis de la Chine? Je ne pense pas. Je pense qu'on est dans une situation où là, il pense vraiment que les tarifs sont nécessaires à réduire le déficit de la balance commerciale américaine. Donc, je crois là... Mais l'Europe est méchante. Il y a bien sûr beaucoup d'incertitudes, mais je pense que l'hypothèse qu'on doit faire, c'est qu'il va faire ce genre de choses. Ce qui me paraît... il y a toute une série de mesures qui concernent l'Europe. Je crois que ce qui est le plus grave, c'est l'abandon des règles de comportement international et de commerce international. On avait mis 80 ans à peu près depuis Bretton Woods pour avoir un système où les pays se comportaient de manière à peu près raisonnable. Pour prendre un exemple, quand on pense aux tarifs, un pays individuellement a souvent intérêt à mettre des tarifs. Pourquoi? Parce qu'il est un peu comme un monopole. Si c'est un grand pays, il peut finalement imposer quelque chose aux autres. Le problème, c'est que s'il est le seul à le faire, il gagne. Mais à ce moment-là, les autres réagissent. Et à ce moment-là, il y a des tarifs des deux côtés et le résultat est pire. Donc on sait depuis toujours qu'il y a un très mauvais équilibre, qui est un équilibre de guerre commerciale, où les tarifs remontent et on arrive à un système où il n'y a pas assez de commerce et des tas de problèmes économiques. Donc on avait réussi à mettre des règles en place avec, en anglais, WTO, donc l'Office mondial du commerce. L'OMC, enfin en français. OMC en français, qui disait non, on n'utilise pas les tarifs, sauf si un pays, par exemple, utilise des subventions. À ce moment-là, c'est pas acceptable et on va au WTO, on estime les tarifs. Donc c'est ce que, par exemple, l'Europe a fait par rapport aux Chinois et les voitures chinoises. Ça, c'était accepté parce qu'on avait compris que la guerre... maintenant, l'OMC... Alors, l'OMC n'existe pas, mais les règles... Plus, quoi. Les règles sont des règles raisonnables. Et là, on est passé... Et puis, l'autre chose, c'est quand on signe un accord, on le respecte. Mais on n'est plus tellement dans cette logique-là, Olivier Blanchard. Tout ça a disparu. En plus, il y a toutes ces remarques, donc on ne sait pas très bien s'il faut les prendre sérieusement, sur le Groenland, sur Gaza, sur... Le Panama. D'essayer que c'est OK de prendre des territoires si on en a vraiment besoin, peut-être en faisant un chèque. C'est très inquiétant, parce que ça veut dire que la Chine peut regarder Taïwan et dire, regardez, on fait la même chose. Bien sûr. Ça peut être la même chose. Ils ne vont pas s'en priver, les Chinois. Donc, il y a ce niveau-là où on a, pour le moment, totalement abandonné des règles de bon comportement. Et ça, c'est terriblement coûteux, cet environnement-là. Alors, le problème maintenant, c'est quel genre d'attitude avoir. Je vous propose d'écouter quelqu'un que vous connaissez bien, président de la République, Emmanuel Macron. Il s'est prononcé là-dessus, et vous allez me dire, parce qu'il y en a certains, Christine Lagarde, qui dit qu'il faut négocier. Emmanuel Macron est un peu plus va-t-en-guerre, mais est-ce qu'on a les moyens? On écoute Emmanuel Macron, et puis après, votre réaction, Olivier Blanchard. Ce qui se passe avec aussi les choix, les déclarations américaines de la nouvelle administration du président Trump, eh bien, poussent les Européens à être plus unis, plus actifs pour répondre à leurs sujets de sécurité collective, c'est-à-dire pas de réponse sur la sécurité de l'Europe sans les Européens, pour aller plus loin sur leur industrie de défense, leur base industrielle et technologique de défense, assumer d'investir davantage et d'avoir une préférence européenne. Si nous étions attaqués sur des sujets commerciaux, l'Europe, comme une puissance qui se tient, devra se faire respecter et donc réagir. Emmanuel Macron, se faire respecter, est-ce qu'on en a les moyens? Bon, d'abord, il faut comprendre quelle est l'attaque. Donc, quels sont les tarifs? Bon, les tarifs, c'est coûteux s'il nous les met, parce qu'on a moins de possibilités d'exporter. Là, il y a une espèce de jeu à
de jeux de billard à 3 bandes ou 5 bandes, qui est qu'à mon avis, la chose la plus inquiétante, c'est les tarifs sur la Chine, s'il met les 60%. Alors on ne sait absolument pas s'il veut mettre les 60%, il a commencé à 10%, mais on a l'impression que c'est le début d'un jeu, et il est vraiment terrorisé par le déficit commercial des États-Unis vis-à-vis de la Chine. Donc s'il met des tarifs à 60% sur la Chine a désespérément besoin d'avoir un surplus de la balance commerciale, c'est-à-dire d'exporter beaucoup, parce qu'ils ont un modèle de croissance qui est largement basé pas sur la demande intérieure, mais sur la demande extérieure. Donc c'est une question presque existentielle. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir voir s'ils peuvent vendre à l'Europe ce qu'ils vendaient aux États-Unis. C'est déjà le cas en fait. À mon avis, le danger, il est plus le danger des tarifs. Alors bien sûr, il y a les tarifs directs, mais il y a ces tarifs indirects. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, il y a à mon avis toute une série de dimensions qu'on peut imaginer. Par exemple, sur la Chine, est-ce qu'on se met avec les États-Unis et on tape sur la Chine, mais on devient copain avec les États-Unis qui nous protègent, on n'a peut-être pas de tarifs, ou est-ce qu'on travaille avec la Chine en disant on a des problèmes, mais on peut peut-être les résoudre. Donc je pense par exemple là qu'il y a une opportunité pour l'Europe de s'asseoir avec la Chine. C'est l'attitude des Allemands, moins l'attitude des Français. Non, il y a des problèmes entre les pays, mais de manière générale, on a des problèmes qui sont largement communs aux pays européens. Il y a des différences en matière d'industrie automobile. Mais on s'assied avec la Chine et on dit il y a des problèmes de sécurité militaire, de sécurité économique, donc il y a des choses qu'on ne va pas vous vendre, des choses que vous n'allez pas vous vendre. Okay, très bien. Sur les automobiles, on est désolé, mais on veut garder une industrie automobile européenne, ça nous paraît absolument essentiel. Okay. Donc on va mettre des tarifs modérés, mais on va vous offrir de venir en Europe en termes en investissement, d'investir dans des usines en Europe avec votre technologie et sous la forme de ce qu'on appelle en anglais joint venture. Je sais pas comment on dit en français. On connaît bien ici. Et je pense qu'on peut arriver à pas être copain avec la Chine, mais ne pas avoir cette espèce de haine de la Chine qui domine totalement aux États-Unis. Et un peu en Europe aussi, notamment en France. Quand on entend Peter Navarro aux États-Unis, on est terrorisé. On n'est pas du tout dans ce mode. Bien sûr, on a des problèmes avec la Chine. Et alors, bien sûr. Et alors, vis-à-vis de Trump, c'est quoi la réponse? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est une réponse à Trump. C'est de dire, désolé, on n'accepte pas votre oukase. Okay. D'accord, ça c'est une première réponse. Autre réponse. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. D'abord, si Trump dit je vous finance plus la défense, je sors de l'OTAN ou moi j'arrête. Il est clair que là, il y a enfin des incitations pour que l'Europe se réveille et une politique de défense qui ait un sens. Jusqu'à maintenant, il y avait le sentiment qu'il n'y avait pas vraiment besoin, il y avait l'OTAN, les États-Unis finançaient la moitié, etc., etc. Je pense que c'est un tel choc, si ça arrive, que les tensions à l'intérieur de l'Europe en matière de défense passent au second plan. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire. Pas sûr, mais bon, d'accord. Non, il faut essayer. Il faut essayer. Rien n'est sûr dans la vie. Sur le plan de l'industrie. Alors, je pense que là encore, par rapport à la Chine, il faut arriver à protéger certaines industries dont on a décidé que pour une raison ou pour une autre, il fallait les garder. Je pense que pour AI, l'Europe est plutôt en avance du point de vue de la régulation. Je pense que c'est important. Je pense que, là encore, on va peut-être pas gagner cette bataille. Je pense, c'est un peu une parenthèse, je ne pense pas qu'on ait besoin en Europe d'être aussi bon que les autres en AI. Ce serait formidable si on était. Intelligence artificielle, mais il y a des tas de pays dans le monde qui ne sont pas à la frontière dans un certain nombre de domaines et qui, en assimilant les brevets, la formation et la technologie, arrivent à suivre. Alors, ils ne sont pas tout à fait aussi riches que les États-Unis, mais ils s'en sortent. Donc, là, c'est juste une remarque sur le rapport Draghi. Je crois qu'il va dans la bonne direction. On n'est pas au bord du gouffre, mais on peut certainement faire des choses. Je peux vous donner
toute une série d'autres exemples que l'Europe Oui, parce peut que faire. vous, en fait, parce que du reste, vous avez débattu là tout récemment avec Mario Draghi. L'idée, c'est de faire des sortes de cercles, des cercles concentriques avec sur certains sujets, en disant, bah, tiens, on n'est pas d'accord avec les Allemands, ben on va faire ça avec les Espagnols. Enfin, sur des sujets où finalement il y a une sorte de consensus et on n'est pas obligé d'être à 27 autour de la table. Je pense que c'est la solution du futur dans le monde dans lequel on est, parce que les institutions multinationales sont paralysées par les règles d'unanimité. C'est les Nations Unies avec le Conseil de sécurité. Elles sont mortes. C'est le Fonds monétaire, pas pour le moment, mais on peut parfaitement imaginer que ça arrive. C'est l'Organisation mondiale du commerce, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Ils sont paralysés. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui sont prêts à travailler ensemble. Donc il faut, à mon avis, développer, je pense que l'Europe peut vraiment être le vecteur de ça, ce que j'ai appelé en anglais « coalitions of the willing ». Donc, on peut appeler ça des clubs, on peut appeler ça ce qu'on veut. J'aime bien l'expression « coalitions of the willing » parce que ça montre l'intention. Ceux qui ont envie. Ceux qui en ont envie. Et la volonté. Et je pense qu'il y a toute une série de domaines où on peut le faire. On l'a fait, pour prendre un exemple, on l'a fait pour Schengen. Il n'y a pas tous les pays de l'Europe, de l'Union européenne dans Schengen, et il y a des pays qui sont dans Schengen qui ne sont pas dans l'Union européenne. Oui. Donc on a étendu le cercle. Je pense qu'on peut le faire pour la taxation des multinationales. Okay. Il y a une idée qui est à la fois dans l'accord, mais qui n'est plus respectée par les États-Unis, et dans les propositions d'un Français qui s'appelle Gabriel Zucman. Oui, qu'on connaît, oui. Qui est le suivant, qui est que chaque pays peut taxer les multinationales sur la base des profits mondiaux et en proportion des ventes dans le pays. Ce qui veut dire qu'une multinationale qui vend beaucoup en France ne peut pas déclarer les revenus ailleurs parce qu'il sera taxé sur les revenus tels qu'ils sont. Alors là, vous avez encore tous les patrons qui vont protester. Non, les patrons ne sont pas contre. Ça rétablit une... Alors bien sûr, le patron qui veut payer moins de 15%, il sera ravi, mais je crois que les patrons sont parfaitement prêts à accepter une concurrence à 15% si elle est pour tout le monde. Oui, il nous reste une minute, c'est pour ça que je vous fais signe, Olivier Blanchard. Juste en conclusion, est-ce que vous êtes dans quel état d'esprit là ? Vous êtes... inquiet, vous pensez que voilà, des personnalités comme vous, qui sont très écoutées, peuvent essayer de trouver une forme de sérénité et de la faire partager. Comment est-ce que vous voyez les... Sérénité est un peu fort. Oui, c'est pour ça que j'hésitais. Je cherchais un mot entre les deux. Mais je suis frappé. Et là, c'est vraiment... Je reviens des États-Unis où les consommateurs sont optimistes, les entreprises sont optimistes, etc., etc., etc. Et j'arrive dans un pays qui est déprimé. Oui. On a des problèmes politiques, mais qui reflètent des différences de vue. On a des problèmes technologiques, mais ce que je vous ai décrit, ce sont des choses qu'on peut faire et qui sont une réponse positive en disant, voilà, nous, on continue à travailler avec des règles qu'on respecte, venez avec nous sur ce sujet-là, sur ce sujet-là. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Ouais. Toute petite confidence, je disais que vous avez débattu, j'ai vu ça avec Mario Draghi. Il est comment ? Il est désespéré ou, avec son fameux rapport, tout le monde dit que ce rapport est formidable, mais est-ce qu'il y croit ? Non, je crois qu'il croit tout à fait que ce qu'il propose, c'est-à-dire des efforts très importants dans une série de domaines, avec un investissement privé et un investissement public probablement financé par la dette, est une manière d'améliorer les choses. Merci beaucoup, Olivier Blanchard, d'être venu ici sur le plateau de BFM Business. Avec quand même ce point que vous avez dit, il y a peut-être quand même un risque de crise financière et qu'on peut imaginer le FMI. C'est envisageable, pour reprendre votre expression. Je ne voudrais pas que le résumé de l'interview ce soit l'intervention du Fonds monétaire. Mais quand ça vient de votre part, c'est quand même un petit signal. Tout peut arriver. Voilà, tout peut arriver. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un plaisir. Dans un instant, vous retrouvez bien sûr Guillaume Paul et ses experts. La grande interview sur BFM Business.